Tous les journaux ont repris les dernières estimations de l'INSEE. Le PIB français a chuté de 5,8% par rapport à l'année dernière. Et c'est un record jamais égalé, même les événements de 1968 n'avaient pas ralenti l'activité à ce point. Bien souvent, les journalistes se sont arrêtés à ce constat pour ensuite donner leur set de ce qu'il fallait faire pour relancer l'économie et notamment en aidant les entreprises. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ce que c'est exactement que le PIB et ce qu'il y a derrière les données de l'INSEE. On va regarder ensemble ces chiffres et on va voir qu'en les regardant, on comprend assez vite que soit le gouvernement fait n'importe quoi, soit sciemment il ne fait qu'avantager ses copains. Et dans les deux cas, c'est bien nous qui devrons payer l'addition. D'abord, le PIB, c'est quoi? Pour l'expliquer, il faut commencer par expliquer ce que c'est que la valeur ajoutée, grâce à l'exemple du boulanger. Pour faire du pain, le boulanger s'achète de la farine et paye l'électricité pour son four. Il vend son pain 1 €, il consomme 30 centimes de farine et 15 centimes d'électricité pour le produire. La valeur ajoutée de son pain, c'est 1 € moins les 30 centimes de farine et les 15 centimes d'électricité, et c'est donc 55 centimes. Faites ce même calcul pour tous les produits vendus en France sur un an et vous obtenez le produit intérieur brut, le PIB. En 2018, le PIB c'est 2353 milliards d'euros en France. Quand le PIB augmente d'une année sur l'autre, on appelle ça de la croissance. Le PIB, ça donne une idée de l'activité économique dans un pays. Mais ça ne donne aucune idée sur le fait que tout va mieux ou moins bien dans un pays. Pour plus d'infos sur la croissance et l'arnaque qui se cache derrière, vous pouvez regarder mes vidéos qui détaillent ce sujet. Donc le PIB, ça représente la valeur de tout ce qui a été produit sur un an dans un pays. Et il y a deux autres manières de le calculer. Quand on fait la somme des valeurs ajoutées, ça s'appelle la vision production du PIB. Mais plutôt que de regarder la production, on peut aussi regarder la consommation. La production, ça sert à être consommé. Et cette vision-là de la consommation, ça s'appelle la vision demande du PIB. Un produit consommable, on peut soit le consommer, c'est-à-dire le vendre pour son utilisation finale, ou bien le stocker pour le vendre plus tard. Certains produits ne se consomment pas tout de suite, ils forment du capital, comme les bâtiments par exemple. À cette consommation de produits français, il faut rajouter les exportations, qui sont produites en France mais consommées ailleurs, et enlever les importations, qui sont consommées en France mais produites ailleurs. En faisant la somme de toutes les consommations ou toutes les demandes, on retombe sur le PIB. La dernière manière de retrouver notre PIB, c'est de compter tout l'argent gagné avec tout ce qu'on a produit. La production permet de rémunérer les salariés avec les salaires, ça permet aussi à l'État de récupérer des impôts, ça permet aux entreprises de faire des bénéfices avec ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation qui sert entre autres à verser des dividendes. L'argent gagné, ça permet aussi aux indépendants de se verser leur revenu mixte. On calcule tout ça et on retombe encore une fois sur le PIB. Donc le PIB, c'est censé représenter la création de richesse sur un territoire donné pendant une période donnée et on peut le calculer de trois manières différentes. Soit en regardant la production avec les valeurs ajoutées, soit en regardant la demande avec les consommations, ou soit en regardant les revenus avec tout l'argent gagné. On va voir maintenant l'article de l'INSEE, directement sur le site de l'INSEE, qui donne ce chiffre de 5,8% de baisse du PIB. Pour ça, vous allez sur votre navigateur préféré, vous tapez INSEE, vous ouvrez le premier lien, le lien d'INSEE directement, et l'article c'est l'information rapide du 30 avril. On arrive donc sur notre article de l'INSEE qui dit qu'au premier trimestre 2020, le PIB a chuté de 5,8%. On va descendre un petit peu pour trouver le graphique qui résume tout ça. On zoome. Ce graphique montre l'évolution du PIB avec ses quatre composantes, la consommation, la variation de stock, le commerce extérieur et l'investissement. Ce qui est appelé investissement ici, c'est le capital. On est donc dans l'approche demande du PIB. Nos 5,8% de baisse, qu'on voit ici, s'expliquent par 3,8 points de moins dus à la consommation, 2,8 points de moins dus à l'investissement, c'est-à-dire au capital, moins 0,2 points dus à la balance commerciale, c'est-à-dire au commerce extérieur, et enfin, plus 0,9 points dû au fait que les entreprises ont fait des stocks. C'est ce qui a été produit mais pas consommé. On a donc moins 3,8, moins 2,8, moins 0,2, plus 0,9, moins 5,8% de PIB. Ce qui contribue majoritairement à la baisse du PIB, c'est donc la baisse de la consommation, bien plus que la baisse du commerce extérieur. Grâce à la suite de l'article, on peut détailler un peu ce qu'il y a dans cette baisse de la consommation. On descend un petit peu. La baisse de la consommation concerne à la fois les entreprises et les ménages, mais là surtout ce qui est remarqué, c'est la baisse de la consommation des ménages, avec une énorme chute de la part de la consommation des biens fabriqués. Pour savoir ce qui se cache vraiment derrière cette chute des biens fabriqués, on va aller retourner sur le site de l'INSEE pour savoir ce que c'est. Donc on retourne sur le site de l'INSEE, et ici dans la barre de recherche, on peut taper biens fabriqués.
Sur la page des résultats, on a le dernier point qui est arrivé le 30 avril sur la consommation des ménages au mois de mars. Sur cet article-là, on va détailler un peu ce qui s'est passé pour la consommation de biens des ménages. Donc ça, c'est bien confirmé. La consommation de biens des ménages s'est bien cassé la figure dernièrement. On va descendre un petit peu pour tomber sur le premier graphique qui va l'expliquer un peu mieux. Ce qui s'est passé, c'est qu'en février, on a eu 47 milliards d'euros de consommation de biens de la part des ménages pour seulement 38 milliards d'euros en mars. Ouais, encore, ces 38 milliards d'euros, c'était encore avant le confinement. On va voir ce que ça donne pour avril, mais ce serait étonnant que ce soit plus haut. Et donc, notre grosse baisse sur le trimestre de consommation de biens des ménages, c'est dû en fait à 2 mois de janvier et février complètement normaux, mais avec un arrêt brutal en mars. On va voir un petit peu en dessous dans le détail. Donc ici, les Français ont acheté à peu près 2 fois moins de voitures que d'habitude, c'est ce qui semble logique. Ils ont aussi acheté beaucoup moins de meubles et d'appareils électroménagers. Bon, en même temps, les déménagements n'ont pas dû être nombreux. Et ils ont aussi acheté 2 fois moins de vêtements que d'habitude. Ça c'est bête, si on avait eu des fabricants de masques ou de blouses, on aurait pu relancer la demande. Toujours dans la consommation des ménages, on peut voir un peu plus bas que les dépenses d'énergie ont beaucoup diminué. À la fois le mois de mars a été doux, mais surtout, les gens prennent beaucoup moins leur voiture depuis le confinement. La consommation de carburant a donc lourdement chuté. Si on continue de descendre, on peut voir qu'il n'y a que l'alimentaire qui augmente encore un petit peu. D'une part, les cantines scolaires et les restaurants d'entreprise sont tous fermés, donc les gens mangent plus chez eux. Et en plus, c'est sûrement un effet de l'augmentation de certains prix alimentaires qui gonfle un peu ce chiffre. Maintenant qu'on a compris que la consommation des ménages a énormément chuté, et surtout au mois de mars, et c'est ce qui explique notre baisse du PIB côté consommation, on va voir ce qui se passe du côté des entreprises. Donc on va retourner sur notre graphique du PIB. Ici, on voit que les entreprises ont fait du stock. Ça veut dire que pendant le confinement, un grand nombre d'entreprises ont continué à produire, et cette production n'a pas été vendue, puisque les gens ont arrêté de consommer, c'est ce qu'on vient de voir. On entend pourtant tous les jours le gouvernement essayer de trouver des mesures pour pousser à la reprise du travail et dire qu'il sera nécessaire de faire des heures supplémentaires pour compenser les pertes. Là, il faut vraiment se demander à quoi ça peut bien servir puisque les stocks sont pleins. Pour relancer le PIB, c'est pas la production qu'il faut réussir à relancer, c'est la consommation. Le fait que l'État soit toujours obnubilé par la production plutôt que par la consommation, c'est la vision néolibérale de ceux qui possèdent le capital. Le gouvernement n'en a rien à fiche que les gens consomment ou de leur niveau de vie, ce qui lui importe c'est que la production continue pour que ceux qui détiennent le capital puissent continuer à le vendre. Relancer la consommation, ça s'appelle faire une stratégie de la demande. L'idée c'est que l'État consomme lui-même en faisant des investissements et aussi qu'il permette aux gens d'avoir assez d'argent et assez confiance en l'avenir pour qu'ils se remettent à consommer et ainsi relancer la production. Ça peut se faire par exemple en augmentant les petits salaires, surtout en une période comme en ce moment où il y a des records de dividendes battus chaque année, ou en augmentant les petites retraites. Relancer la production sans s'occuper de la consommation, ça s'appelle faire une stratégie de l'offre. En ce moment, l'État donne des aides tous azimuts aux entreprises en se disant que la production va bien finir par se vendre. La stratégie de l'offre, ça n'a jamais relancé l'économie nulle part. En revanche, ça permet toujours à ceux qui détiennent du capital de continuer à ramasser du fric même sans rien réussir à vendre. Souvenez-vous, le CICE qui a coûté 100 milliards d'euros en créant 0 emploi. Le CICE n'existe plus maintenant puisque Emmanuel Macron l'a fait directement passer dans la loi. Ce que fait l'État avec cette relance, c'est qu'il s'endette pour faire tourner les usines sans se poser à aucun moment la question de savoir si cette production va bien servir à quelque chose à un moment. Si on continue avec notre graphique, on voit que notre approche de demande du PIB, l'investissement, qui correspond à la formation de capital, a aussi lourdement chuté. Cette création de capital, c'est aussi ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe, ou FBCF. C'est la création de capital de bâtiments ou de machines qui ont vocation à être utilisés pendant au moins 1 an par les particuliers, les entreprises ou les administrations publiques. Quand on achète une voiture ou une maison, c'est du FBCF. Si on descend un petit peu plus bas dans notre article, on va avoir le détail. Ici, on voit que le FBCF a chuté de 11,8% sur le trimestre. Une chute encore plus spectaculaire finalement que la consommation des ménages. Si la baisse du FBCF contribue moins à la chute du PIB que la chute de consommation, c'est parce que dans notre économie, la consommation pèse plus lourd que le capital. Donc une chute de 6% de consommation, ça pèse beaucoup plus qu'une chute de 12% de la création de capital. Notre chute de 11,8% du capital sur le trimestre, c'est certainement surtout dû au coup d'arrêt du mois de mars. Et en mars, la création de capital a vraiment dû être très faible. Ici, on voit que la chute a été du même ordre sur les machines que sur les bâtiments. Les investissements des entreprises, c'est ce qui correspond à la stratégie de long terme. Le fait qu'en ce moment les investissements se cassent la figure et qu'il n'y en ait plus, ça montre que les entreprises n'ont pas du tout confiance en l'avenir et c'est très dangereux.
Vous pouvez d'ailleurs voir dans le même temps que les entreprises continuent de verser des dividendes aux actionnaires. Ça veut dire qu'en ce moment, ceux qui détiennent du capital essaient de s'en mettre un maximum dans les poches sans se préoccuper une seconde de l'avenir des entreprises ou des salariés. Et tout ça avec la bénédiction du gouvernement qui refuse de prendre les rênes que quoi que ce soit, puisque son idéologie, c'est le sacro-saint marché. Et son idéologie, c'est de défendre au maximum les intérêts individuels plutôt que les intérêts collectifs. Ces stratégies, ça risque fortement de nous amener à la ruine économique du pays. Si on retourne sur notre article de l'INSEE et qu'on va un petit peu plus bas, on peut regarder l'évolution du PIB par les revenus. Le souci, c'est que l'INSEE n'a pas eu le temps encore de nous remonter les revenus de tout le monde pour voir cette évolution du PIB, donc on ne peut pas avoir de vision dessus. La chute de la consommation des ménages, c'est peut-être parce que les gens n'ont pas confiance en l'avenir et qui préfèrent épargner, mais c'est surtout beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent depuis le début du confinement. La seule chose qu'a fait de bien le gouvernement depuis le début du confinement, c'est de proposer de payer le chômage partiel. C'est pas parfait, il y a certainement pas mal d'entreprises qui mettent leurs cadres en télétravail et qui les déclarent quand même au chômage et donc ils gagnent sur les deux tableaux. Mais au moins, on pense que ça permet à beaucoup quand même de garder des revenus et de pouvoir continuer à vivre et à consommer. Cette mesure cependant accroît les différences entre les catégories sociales. Vous avez ceux qui étaient déjà juste avant avec leur salaire pour tout payer, notamment les employés et les ouvriers, qui maintenant ne gagnent plus que 84% de leur salaire et fatalement ça doit baisser leur consommation. Ajoutons en plus que ce sont ces catégories qui avant payaient la cantine la moins chère pour leurs enfants et qui maintenant doivent prendre en charge tous les repas. Ça fait qu'avec le confinement, ces gens-là sont perdants. A l'inverse, beaucoup de cadres ont pu maintenir leur salaire en télétravaillant. La fermeture des cantines ne pèse pas sur le budget puisque ce sont eux qui payaient le plus cher, ils font des économies puisqu'ils ne se déplacent plus, et ceux d'entre eux qui avaient des employés de maison par exemple pour le ménage n'en payent plus. En revanche, ils n'ont pas forcément plus confiance en l'avenir que les autres, et donc beaucoup d'entre eux font en ce moment des économies au cas où leur avenir se dégraderait. C'est pour ça que les banques ont remonté que l'épargne sur le compte en banque augmentait en ce moment. Mais il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas les ouvriers et les employés qui font de l'épargne. Eux, ils n'ont jamais pu épargner, ce sont donc les catégories supérieures. La gestion de cette crise qui consiste à payer le chômage partiel, autrement dit à donner du fric aux gens en fonction de leur salaire, ça permet au pays de ne pas s'effondrer, mais ça augmente les inégalités. Mais finalement, toute la gestion de cette crise, que ce soit par le chômage partiel ou par la stratégie de l'offre, ça bénéficie à ceux qui sont déjà les gagnants et ça permet juste aux perdants de ne pas crever de faim. C'est la guerre des décideurs qui représentent ceux qui ont tout contre ceux qui ne sont rien.